Espagne, début du XXe siècle. Les femmes ne sont rien, inférieures, mineures devant la loi, et appartiennent à leur mari. À cette époque, l'Espagne reste un des pays les plus ruraux de l'Europe occidentale, où les femmes ont déjà commencé à s'émanciper par le biais du travail. Les Espagnoles sont alors soumises à une vision archaïque correspondant à celle du XIXe siècle. Elles sont cantonnées à leur rôle d'épouse, de mère, ou forcées de devenir religieuses. En effet, l'Église dicte de manière très stricte leur conduite. Par conséquent, les femmes qui ne se retrouvent pas dans le moule sont considérées comme prostituées, peu recommandables ou à éliminer. La Seconde République espagnole marque le début d'une avancée dans le processus d'émancipation des femmes, interrompue par la montée du franquisme. C'est l'élection législative de l'alliance entre les syndicats, le Parti socialiste, les antimonarchistes et les autonomistes catalans qui donne naissance à cette république. Cependant, la résistance des femmes à la dictature de Franco pendant la guerre civile est capitale, malgré les humiliations subies. Cet engagement pouvant être collectif ou individuel a permis leur affranchissement à la domination masculine jusqu'au franquisme. Nous nous demanderons dans ce documentaire comment la Seconde République espagnole et la lutte contre le franquisme ont-elles favorisé l'émancipation des femmes. Le 14 avril 1931, la Seconde République se met en place en Espagne. La vie de la femme se modernise par l'acquisition de droits civiques et politiques, comme le droit de vote pour les femmes de plus de 25 ans, l'accès aux emplois, le mariage civil, le divorce, le droit à l'éducation dans des écoles laïques et mixtes, ainsi que le droit aux études supérieures. Elles en viennent finalement à avoir une situation devant la loi des plus avancées en Europe. Tous ces droits sont inscrits dans la Constitution de 1931. Ces dispositions légales relatives à l'égalité homme-femme mises en place ont stimulé l'engagement des femmes dans la vie politique. Cependant, les Espagnols doivent faire face et résister au système de genre établi qui persiste dans certains milieux sociaux, notamment dans les milieux populaires, dans lesquels les femmes jouent des rôles mineurs et domestiques. En 1931, la Constitution espagnole dit « Conformément à la loi, les citoyens de l'un et l'autre sexe, majeurs à 23 ans, ont les mêmes droits électoraux. » Voilà. Et donc, c'est une victoire. Le vote des femmes, le premier vote des femmes va intervenir en 1933, je crois que c'est en novembre 1933, et malheureusement, c'est la droite qui va gagner. Et donc on va accuser évidemment alors les femmes qui étaient présentes au Cortés à ce moment-là, c'est-à-dire Victoria Kent, Clara Campoamor. Deux emblèmes de la révolution féminine ayant joui du droit d'éligibilité sont Clara Campoamor et Victoria Kent, deux députées. Kent pensait, au contraire de Campoamor, que le droit de vote pour les femmes était une mauvaise idée dans l'immédiat, car les femmes seraient trop influencées par leur éducation religieuse et leur époux. Cette pensée montre bien l'image dévalorisante que renvoyait la femme dans la société espagnole et des mentalités sexistes qui persistaient à cette époque. Les femmes ne sont pas capables de se forger un avis et de prendre part aux décisions concernant le pays. C'est alors que commence la formation de mouvements collectifs de femmes, souhaitant l'égalité avec les hommes aux yeux de la loi, mais aussi leur libération face aux mentalités sociales évoquées. Comme le dit Emma Goldman, féministe anglaise, dans Femme libre en 1936, la femme espagnole ne tardera plus beaucoup à prendre le chemin de son émancipation. Le problème de l'émancipation féminine est identique à celui de l'émancipation prolétarienne. Ceux qui veulent être libres doivent faire le premier pas. Les ouvriers de Catalogne et de toute l'Espagne l'ont déjà fait. Ils se sont libérés eux-mêmes et ils sont en train de verser leur sang pour consolider cette liberté. Maintenant, c'est votre tour à vous, femmes espagnoles. Brisez vos chaînes. Votre tour est enfin arrivé d'élever votre personnalité et votre dignité, d'exiger avec fermeté vos droits de femme comme individualité libre, comme membre de la société et comme camarade dans la lutte contre le fascisme et pour la révolution sociale. 17 et 18 juillet 1936. Tentative de coup d'État militaire contre le gouvernement de la Seconde République qui donne directement lieu à la révolution espagnole, englobant tous les événements de type révolutionnaire déclenchés pendant la guerre civile. Naît alors les Mujeres Libres, organisation destinée à libérer les femmes de leur triple asservissement
à l'ignorance en tant que femme et en tant que productrice. Fondé par des groupes de femmes à Madrid et Barcelone, c'est un mouvement féministe mettant en avant la communauté et le lien avec les autres dans une volonté de mise en avant des idées féministes et humanistes. Au départ, lors des réunions révolutionnaires, les femmes subissent sans cesse des railleries de la part des hommes, pourtant communistes ou anarchistes, ne cessant de les discréditer sous prétexte que ce sont des femmes, elles ne pourraient porter aucune forme d'engagement. Elles sont alors forcées de se présenter comme féministes. Plus de 20 000 femmes se mobilisent au sein des Mujeres Libres et développent un vaste réseau d'activités, leurs paroles permettant aux autres groupes révolutionnaires, comme le CNT ou le POUM, de prendre en compte les conditions des femmes, ainsi que les causes qu'elles défendent. De militantes qu'on a pu rencontrer ont pu nous le dire, le militantisme de leur mari ou la théorie qu'ils voulaient, où ils étaient complètement d'accord sur l'émancipation de la femme, tout ça, même s'ils ne voulaient pas reconnaître qu'il y avait un problème spécifique, et s'ils ne voulaient pas entendre parler d'une organisation spécifique féminine à l'intérieur du mouvement libertaire, ils étaient quand même théoriquement d'accord sur le fait qu'il y avait un manque de liberté pour les femmes. Enfin bon, tout ce militantisme s'arrêtait, comme elle disait, aux portes de la maison. Prises à la fois par la Révolution et par la guerre, les Mujeres Libres s'organisent selon deux objectifs. La capacitación, développement de la confiance en ses capacités, préparation des femmes à l'engagement révolutionnaire afin de créer une force féminine consciente et responsable. La capacitación, en faire des membres actifs du mouvement libertaire et pour cela créer des écoles, des instituts, des conférences, des cours spéciaux. Elles vont s'attaquer essentiellement à ces à ce triple esclavage des femmes, pour reprendre leur terme. Donc elles vont créer des écoles, des sortes d'écoles pour combattre l'illettrisme, où il y aura plusieurs niveaux d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas non plus toutes illettrées. Donc il y aura des cours d'alphabétisation, des cours de perfectionnement, des cours plus spécialisés. Alors, éducation au sens strict, à savoir, comme on disait tout à l'heure pour les femmes, l'apprentissage de la langue, l'écriture, etc., mais aussi l'apprentissage de la santé, savoir ce qu'il faut faire au niveau de l'hygiène. Alors, tout ça, les femmes étaient souvent analphabètes ou très peu instruites. Le biais de l'instruction a donc favorisé leur émancipation. Les Mujeres Libres étaient omniprésentes dans les domaines de la résistance, tant sur les barricades, distribuant des vivres ou des médicaments, qu'à l'information ou dans les usines d'armement pour lesquelles elles fabriquaient des pièces de fusil et des balles. Certaines participaient également à des opérations militaires au même titre que les hommes. Elles sont cependant exclues à partir de 1937. Parmi leurs actions humanitaires, il ne faut pas oublier leur implication dans la lutte contre la prostitution, non pas contre celle des prostituées, et ouvrent pour cela des centres de réinsertion en faveur des prostituées. Les militantes créent également des centres d'accueil pour les réfugiés et s'occupent de l'éducation des enfants. Les femmes du peuple ont réussi à s'émanciper au travers de ces actions en devenant des individus conscientes, capables de prendre part à la lutte et d'acquérir leur indépendance. On considère la montée du féminisme en Espagne à partir des années 30 comme la naissance d'un mouvement social. Les femmes avaient en commun un profond désir d'émancipation et voulaient faire valoir leurs revendications. L'idée de mouvement social associe un ensemble de formes de protestation et d'actions concertées telles que la grève, la manifestation ou encore la participation armée au front des Mujeres Libres. Ces formes d'expression sont liées au sentiment d'injustice concernant leur peu de pouvoir dans la vie politique ainsi qu'au rejet de la soumission face au mari et à l'Église. Ce phénomène d'action collective implique de la part des individus, ici des femmes espagnoles, un minimum de croyance en la cause, une logique de revendication qui implique un agir ensemble intentionnel, marqué par le projet explicite de se montrer concrète et d'établir de nouvelles conditions de vie pour les femmes, doublées d'une modification des hiérarchies sociales. Autrement dit, la portée révolutionnaire fait de ce mouvement social une composante singulière et importante de la participation politique, puisqu'elle relève de la vie en société.
Federica Montseny est née le 12 février 1902 à Madrid et est morte le 14 janvier 1994 à Toulouse. Elle a été enterrée au cimetière Saint-Cyprien. Depuis sa petite enfance, Federica Montseny baigne dans un milieu révolutionnaire anarchiste catalan. Elle s'engage très jeune à la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, et écrit en 1921 sa première nouvelle, Horas Trágicas, alors qu'elle n'est âgée que de 16 ans. En 1923, la jeune révolutionnaire publie de la littérature populaire, la Novela Ideal, qui aborde les thèmes de l'antimilitarisme, de l'entraide et de l'amour libre dans le journal de son père, la Revista Blanca. Ses parents, qui comme on l'a dit, de grands militants et théoriciens anarchistes, l'éduquent de manière à l'acheminer vers une émancipation totale, émancipation qui concerne les femmes comme les hommes. En 1936, Federica Montseny intervient au congrès de la CNT. Elle est notamment choisie pour son aise dans la prise de parole. C'est la même année qu'on lui propose de faire partie du gouvernement en tant que ministre de la Santé. Elle devient la première ministre féminine d'Espagne, et non pas d'Europe comme on peut souvent le voir. Cette dernière accorde le droit à l'IVG, texte reconnu seulement 50 ans après son écriture. Si Federica Montseny soutient et travaille de manière assidue avec le mouvement de Mujeres Libres, mais aussi avec les femmes des syndicats CNT et UGT, Union Générale des Travailleurs, la révolutionnaire était contre l'accord de les considérer comme un groupe spécial, tel que les jeunesses anarchistes par exemple, un statut que ces femmes pourtant réclamaient. Pour elle, la question de conquérir ce respect de la femme et l'égalité avec les hommes ne se pose pas trop. Outre que le terme féministe n'a pas la même signification hier et aujourd'hui, il est certain que le combat de Federica concerne plus la conquête de liberté, de justice et de solidarité pour tout le peuple, hommes et femmes. D'ailleurs, elle le dit. Le féminisme, c'est lutter pour l'émancipation de tous. Du coup, elle va avoir une notoriété qui fait qu'elle ne ressent pas elle-même le besoin de cette émancipation, puisqu'elle l'a de fait. C'est quelqu'un de reconnu et déjà d'autorité, quoi. Dans le milieu militant, masculin comme féminin. Donc du coup, elle va aider donc, ce mouvement dans certains domaines, quand elle va être ministre de la Santé. Mais pour elle, c'est pas une priorité, quoi, parce que c'est pas comme ça qu'elle le vit, quoi. Elle disait féministe jamais, humaniste toujours. Partager un féminisme, c'est fomenter un masculinisme, c'est créer une lutte morale et absurde entre les deux sexes qu'aucune loi naturelle ne tolérera. On peut penser que Federica Montseny a surtout participé à sa propre émancipation en tant que femme et de loin à celle des autres, en leur accordant des droits ou encore en les aidant à travers ses écrits libertaires. Elle est un exemple d'engagement individuel féminin. Elle reste surtout, à cette époque, un modèle d'émancipation intellectuelle pour les femmes, plutôt qu'une réelle figure féministe, malgré les lois qu'elle a pu promulguer et les luttes qu'elle a menées. « 1936. Début de la domination franquiste, dans le même temps que la guerre civile. Dans le nouveau régime centré sur une idéologie conservatrice et nationale catholique, les droits que les femmes espagnoles avaient jusqu'alors gagnés se voient retirés. Il faut penser que pendant les années de la République, elles avaient acquis des droits quand même très très importants et que le franquisme est revenu en arrière, a déclaré nulles toutes les lois qui avaient été votées. Alors, commençons par le droit de vote, par exemple, que Clara Campoamor fait voter déjà en 1931. En matière d'éducation, la République avait instauré l'égalité, avait instauré la mixité, une école laïque. Et là, forcément, on revient à une école dominée par l'Église et la religion catholique. Donc avec des cours de religion, avec des obligations, évidemment, d'aller à l'église, etc. Donc, moi je dirais un endoctrinement. Le divorce, par exemple. Le divorce avait été accordé pendant la République. Là, ça disparaît. Évidemment, on n'est plus autorisé à divorcer. Et en plus de ça, les divorces qui ont été consentis pendant la période de la République sont annulés.
Ce qui veut dire que les gens qui ont divorcé pendant la République, ils se retrouvent mariés à leur ancienne épouse. Et éventuellement remariés. Donc c'est inextricable. Voilà. On ne peut pas, par exemple, se marier seulement civilement. C'est des mœurs aussi qui sont réprimées. C'est, par exemple, les façons de s'habiller qui sont contrôlées. On ne peut pas s'embrasser en public, on ne peut pas... Voilà. C'est des choses vraiment qui sont passibles d'amende directement. Leurs conditions régressent pour finir par redevenir celles qu'elles étaient 10 ans auparavant. Elles ne peuvent ni conduire, ni acheter un produit, ni travailler sans l'accord de leur mari. Donc elles sont soumises au père. Et puis si elles se marient, elles passent tout de suite sous la tutelle du mari, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire grand-chose sans son autorisation. Au départ, elles ne peuvent pas travailler. Déjà, si elles se marient, au tout début, elles ne peuvent pas travailler. Après, on leur concède l'autorisation de travailler si le mari le permet. Voilà. Mais par exemple, elles ne peuvent pas ouvrir un compte en banque, elles ne peuvent pas voyager seules. Pendant très longtemps, elles sont soumises à l'autorisation du mari pour plein de choses. Seul leur statut de femme au foyer est valorisé par la section féminine du Parti fasciste, organisation fondée en 1934 par Pilar Primo de Rivera, visant à faire de la femme le modèle idéal, une mère dévouée et une catholique qui se sacrifie. C'est-à-dire que la femme redevient, on va dire, pour le dire joliment, l'ange du foyer. Voilà. L'ange du foyer, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on la valorise en tant que mère, en tant qu'épouse. C'est elle qui s'occupe des enfants, donc elle a un rôle très important, parce que forcément, c'est les enfants, c'est l'avenir de l'Espagne, etc. Mais ça veut dire donc qu'on n'espère pas plus d'elle. On n'espère pas qu'elle fasse des études, on n'espère pas qu'elle pense, on n'espère pas qu'elle ait des opinions. Comme le disait Pilar Primo de Rivera, le vrai devoir des femmes pour la patrie est de fonder des familles, au sein desquelles elles encouragent tout ce qui est traditionnel. Ce que nous ne ferons jamais est de nous mettre en compétition avec les hommes, parce que nous n'atteindrons jamais l'égalité avec eux. Et au contraire, nous perdrons toute l'élégance et la grâce indispensables pour une vie harmonieuse ensemble. Donc les femmes, par exemple, entre, je ne sais plus, le début c'est une vingtaine d'années et 35 ans, elles étaient toutes obligées de faire un passage par ce qu'on appelait la section féminine, qui était tenue par une antenne de la phalange espagnole. Et si on ne faisait pas ce petit stage, on va dire, alors ça pouvait être une œuvre sociale, une œuvre dans les hôpitaux ou dans les écoles, enfin différents lieux où elles avaient un rôle un peu social, non payé bien entendu. Si elles n'avaient pas fait ce stage, si elles n'avaient pas le certificat, et bien ensuite elles ne pouvaient pas prétendre à d'autres, je ne sais pas, il fallait qu'elles montrent ce certificat si elles voulaient être par exemple enseignantes, plus tard si elles voulaient passer leur permis de conduire, etc. Enfin, il y avait besoin d'un certificat de bonne conduite en quelque sorte par ces femmes-là. Le mépris des franquistes envers les femmes était tel qu'ils n'acceptaient pas leur rôle en tant que combattantes politiques et se plaisaient à les maltraiter, les torturer, les violer, les emprisonner et les assassiner. Un épisode dans les Asturies, dans les débuts des années 60, où il y a des femmes, donc c'est des femmes de mineurs, elles ne sont pas elles-mêmes, elles ne travaillent pas elles-mêmes, qui sont emprisonnées, on les tabasse, et quelque chose que les franquistes aiment bien faire, c'est raser la tête des femmes. Ce qu'on fait aussi aux hommes, on leur donne de l'huile de ricin. L'huile de ricin a un effet laxatif, donc on voit bien l'humiliation qu'on veut imposer aux femmes, et ça en toute impunité, on va dire. C'est des choses courantes. Ils vont estimer que c'est quand même pas non plus très grave, mais c'est une humiliation très très forte. La prostitution est remise en place de manière hypocrite, preuve de la vision méprisante de la femme dans la société. De nouveau, la prostitution est légalisée, même si on va s'occuper de ces femmes qu'on dit perdues, déchues, mujeres caídas, on dit. On va s'en occuper, on va essayer de les ramener sur le droit chemin, toujours avec cette idée que... Mais n'empêche qu'elle est quand même rétablie.
c'est quand même assez contradictoire. Donc il y avait malgré tout une énorme hypocrisie dans la société. Malgré leur faible statut social, les femmes continuent de s'engager dans la lutte contre le franquisme afin de venir en aide à leurs maris emprisonnés par la répression, sauver leur vie et celle de leurs enfants. Quand il y a un procès, par exemple, elles vont dans les tribunaux et puis elles chantent. Elles chantent parce que chanter n'est pas interdit, donc elles essayent par tous les moyens d'attirer l'attention et puis de faire des actions spectaculaires. Parce que ça permet aussi que ça soit repris par les médias, que les gens un peu partout en Espagne soient au courant de ce qui se passe. Et quelquefois, il y a eu des manifestations de solidarité à Madrid ou à Barcelone de femmes qui sont arrêtées aux Asturies. Les femmes, bien sûr, elles ne sont pas toutes restées tranquillement à la maison. Elles avaient quand même vécu des choses dans la République qui ont fait que, bon, elles ont su ce qu'elles avaient perdu, du coup. Mais malgré tout, dans la vie quotidienne, il y a eu pas mal d'actes de résistance progressifs. Au début, par exemple, elles s'arrangeaient pour aller rendre visite à leurs compagnons, mettons, ou à leurs frères, dans les prisons. Et quelquefois, elles se faisaient des fausses pièces d'identité pour aller voir quelqu'un dans une prison en disant que c'était son frère ou son mari. Donc déjà, ça c'est un petit acte pour ne pas laisser seuls les hommes dans les prisons. Elle prenait soin des enfants des rouges, entre guillemets, bien sûr, emprisonnés ou en difficulté. Donc, il y avait une solidarité qui s'est manifestée en fait déjà aux portes des prisons. Elles se parlaient entre elles quand elles rendaient visite à leurs proches. Et il y avait cette solidarité entre femmes d'emprisonnés. Certaines femmes qui étaient peut-être qu'on appelait les señoras, parce que bon, il y avait quand même des femmes d'une certaine société qui était favorable à certaines idées un peu plus progressistes, qui laissaient des pamphlets dans les églises quand elles y allaient. Elles écrivaient des pamphlets par exemple, et elles en mettaient un peu dans les églises. Elles en donnaient aux commerçants pour que les commerçants distribuent un peu à leur clientèle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors qu'en 1930, les femmes n'avaient aucun droit civique, politique ou encore économique en Espagne, qui restait l'un des pays les plus conservateurs et religieux d'Europe, l'arrivée de la Seconde République en 1931 leur a permis de se libérer du rôle prédéfini de mère catholique au foyer. En s'associant et en défendant leurs paroles politiques face aux remarques sexistes persistantes. Les Espagnols ont alors pu atteindre un des plus grands statuts d'indépendance économique, politique, sexuelle et juridique d'Europe grâce à leur combat féministe. C'est au travers de leur engagement tant individuel que collectif que l'on observe les plus grands changements. Certaines se sont associées à des mouvements ouverts aux femmes de toutes classes sociales, comme les Mujeres Libres. D'autres, venant de familles intellectuelles et engagées, font de longues études et occupent de hauts postes, comme Federica Montseny, devenue un réel emblème de l'émancipation féminine à cette époque. Cependant, la montée du franquisme a interrompu l'émancipation politique et sociale de toutes les militantes, en leur supprimant de nombreux droits et en les réduisant à un statut fixe. La mère au foyer, la religieuse ou la prostituée. La répression a obligé les Espagnols à s'engager secrètement et à mener des actions dans l'illégalité afin de résister. Concrètement, je me sens très bien dans mon pays. Je n'ai aucun problème et je me suis toujours sentie très bien acceptée. Eh bien, plutôt égale avec les hommes. Nous pouvons alors nous demander si les réponses que les Espagnols contemporaines nous ont données sur leur sentiment de bien-être en tant que femmes dans la société espagnole peuvent-elles avoir un lien avec le féminisme et les engagements historiques de toutes les combattantes du XXe siècle. Podem alliberar la
la la